Bonsoir à tous. Écoutez, on va attendre encore qu'il y ait quelques personnes qui se loguent. On va se donner quelques secondes pour que vous puissiez tous nous rejoindre. Et merci d'avoir bravé cette fin de confinement, parce que tout le monde pourrait être en terrasse, pour nous rejoindre ce soir. Un moment qui promet d'être très sympathique, d'être dans la musique, et avec un échange que j'espère le plus cool et le plus sympa possible. Donc je vais laisser un petit peu les gens Bon, Marc, non, je vais en profiter pour vous faire le petit pitch de départ avant de laisser la main à André. Comme ça, on laisse les gens arriver. Donc c'est le 18e Mot Talk. Il est organisé depuis mars 2020 sur un sujet qui est comment est-ce que par le collectif, on crée des choses extraordinaires. Et pour vous rappeler un peu l'introduction, donc Mo, c'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que pendant cette période du coronavirus. C'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes qui sont climatiques, politiques, démocratiques. L'ambition de Mo, c'est d'initier un nouveau d'idée, du positive impact, c'est-à-dire reprendre cette analogie du débarquement de 1944, où il y a 156 000 jeunes qui sont venus de 12 pays pour recréer cette fois-ci, une coalition mondiale qui va trouver des solutions à nos grands enjeux contemporains. Pour commencer, Mo va se concentrer sur deux grands thèmes qui sont l'inclusion et la transition numérique et l'inclusion et la transition climatique. Et pour ces actions, Mo va s'appuyer sur quatre piliers. Un lieu incroyable, où je suis actuellement, qui a été inauguré d'ailleurs aujourd'hui par les politiques, qui sera basé à Caen, en Normandie, qui sera le premier collider européen, c'est-à-dire un premier endroit où on mélangera des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants, un grand événement annuel, des programmes à impact et une communauté mondiale qui est en train de se créer, et pour pouvoir justement intensifier tous ces défis. Petit aparté, on a lancé depuis le 8 mai un crowd sur Ulule, qui correspond à un fonds de micro-mécénat. L'idée, c'est de pouvoir, avec un comité qui sera dans l'intérieur, vous aurez des enfants, vous aurez des étudiants, vous aurez des ados, et en fait, on va leur laisser la main, on va leur donner des fonds, et ils vont pouvoir choisir des sujets, des projets sur lesquels ils vont pouvoir appuyer et soutenir pour aider en fait les 8-27 ans à créer des projets et des associations non-profit. Voilà pour Mo. Pour ce 18e Mo Talks, donc, nous invitons un conteur extraordinaire. Le chemin vers l'harmonie parfaite n'est pas linéaire. Certes, il y a des règles, mais ce qui naît souvent du sublime se révèle aussi par l'inconfort, l'original, l'intuition, le décalé et finalement l'imprévu. Le parallèle avec ce que je vous ai raconté sur le collectif est évident, et pour créer l'extraordinaire, il faudrait jouer de curiosité, sortir de ses a priori, chercher l'original, l'étrangeté, le pas de côté. Et donc, pour pouvoir parler de cet extraordinaire, j'ai demandé à André Manoukian, auteur, compositeur, musicien, de nous emmener dans ce voyage musical entre des mots et des mélodies. Et donc, je vais vous passer la main. Je vais te passer la main, pardon, André. Et peut-être revenir rapidement. Alors, tout le monde te connaît, mais est-ce que tu peux dire déjà deux, trois mots sur toi et peut-être sur ce qu'on vit, sur ce que la séquence aujourd'hui, c'est aussi un peu un espoir. Enfin, c'est pas mal là, les terrasses se réouvrent. Est-ce que ça a des implications pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quelques secondes? Bonjour à tous. Ah bah oui, c'est sûr que je me réjouis. J'habite à Paris dans un quartier qui est d'habitude assez animé. Et là, c'était tellement bizarre de voir toutes ces terrasses fermées, ces rues désertes. Et là, à nouveau, les gens sont aux terrasses. Donc, du coup, c'est génial. Et puis moi, ça fait pratiquement, oui, j'ai eu un petit revival en septembre-octobre de concert et à nouveau fermé à nouveau. Donc, depuis octobre, pas de concert et ça me manque. Et là, tout d'un coup, j'ouvre mon agenda et je vois que mon agent, il m'a foutu des concerts partout. Et là, je me suis mis à râler en disant, putain, ça y est, il recommence, il m'en fout partout. Et là, je me suis dit, mais en fait, on n'est jamais content. On n'est pas content quand on joue pas et on n'est pas content parce qu'on joue trop. Enfin bon. Et du coup, ça me ramène à notre condition humaine. Ça me fait penser à quand on a un accident et qu'on se retrouve à l'hosto et qu'on a des soucis, puis que tout d'un coup, on se dit, mais en fait, quand on vit toute l'année en pleine santé, on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a. Donc, on se dit, quand je vais sortir de l'hosto et quand je serai guéri de ma maladie, mais je vais kiffer toutes les minutes de ma vie à venir. Et puis, en fait, ça dure 5 minutes. Et puis après, on a oublié. Alors, évidemment, il faut souhaiter que cette fois-ci, ça nous impacte beaucoup plus longtemps que 5 minutes et qu'on ne considère pas que tout ça, c'est acquis. C'est vrai que, voilà, être simplement à une terrasse, c'est un luxe, alors qu'avant, c'était banal.
j'espère qu'on va en profiter un petit peu et qu'on va savourer la vie qu'on a et qu'on va arrêter un tout petit peu de râler. Voilà, ça c'était mon petit préambule. Merci André. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions hein, sur la partie Q et R, pardon. Et moi, en fait, je les reposerai à André pour créer cette conversation qu'on pourra avoir ensemble. Donc, ma première question, André, c'est quand je t'ai proposé le titre, l'harmonie dans la dissonance, tu m'as dit oui, effectivement, ça marche en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors qu'on a l'impression que l'harmonie, c'est quelque chose d'extrêmement opposé. Il y a des règles, il y a des, pourquoi est-ce que pourquoi déjà le sujet t'a plu et comment est-ce que tu définirais peut-être ce contresens de l'harmonie et de la dissonance? Parce que s'il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas d'harmonie. Euh, En gros, l'harmonie, c'est quoi? C'est la science de mettre des notes ensemble d'une manière verticale. Vous avez la mélodie et puis vous avez l'harmonie. L'harmonie, c'est la mélodie, c'est horizontal. OK? Je crée une mélodie. Voilà, là, je suis vertical en train de me déployer. L'harmonie, c'est ce qui va sous-tendre cette mélodie. C'est les accords. L'harmonie, c'est la science des accords. Alors, si on remonte loin dans la musique, on va dire que c'est une science qui s'est construite au fur et à mesure. Euh, En gros, chanter à plusieurs voix, est-ce que c'est naturel ou est-ce qu'il faut attendre les polyphonies du XIVe siècle dans le Nord avec de grands compositeurs euh, tout d'un coup, on a découvert, grâce à l'ethnomusicologie, qui est une science en fait, assez récente, que les polyphonies existent dans des sociétés premières, chez les Pygmées, donc chez des gens qui n'ont pas l'écriture, mais qui chantent à plusieurs voix spontanément. Donc, du coup, on se dit que la polyphonie, alors la polyphonie, c'est euh, quand on chante à plusieurs voix, quand on chante des voix différentes de celles de son voisin, par exemple. Pour ça, je donne toujours un exemple. Imaginez une société paléolithique, donc on est au tout début, et puis les gens sont dans des îles pour se protéger de l'eau, sauf que pardon, les gens vivent dans des îles. Voilà, les cités lacustres, en gros, c'est pour se protéger des bêtes, pour se protéger des envahisseurs. Et puis, petit à petit, l'homme maîtrise le feu. Et puis, tout d'un coup, on n'a plus besoin, finalement, de se protéger autant. Donc, on va commencer à construire des ponts. Et là, on s'y met collectivement. On plante des bambous dans la vase jusqu'à ce que ça tienne. Et puis, on va construire une passerelle en bois. Et puis là, il y a une femme qui se met à chanter spontanément sa joie de ne plus avoir à franchir, à affronter le courant avec son bébé dans les bras ou qui s'accroche à ses cheveux avec le risque de se faire emporter. Elle se met à chanter, je marcherai sur des bambous. Et puis, je marcherai sur des bambous, je marcherai sur des bambous. Et puis, du coup, il y a une deuxième femme qui va entonner, mais du coup, elle va chanter avec sa voix à elle, je marcherai sur des bambous, elle va le scander, mais ça ne va pas être la même voix. On va dire, je marcherai sur des bambous, je marcherai sur des bambous. Et puis, il y en a une autre qui va dire, elle a une voix plus basse. Puis, il y a un homme qui va se joindre. Puis, un homme avec la voix encore plus basse. Bref, ils vont se mettre à chanter à plusieurs cette phrase. Et puis, ça va créer justement parfois des dissonances, des frottements. Et petit à petit, ils vont s'accorder ensemble jusqu'à ce que l'ensemble soit joli. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de créer les premières bases de l'harmonie, les règles de l'harmonie, qui sont dictées par des fréquences. Alors, si on a un tout petit peu de temps, je vais juste être très bref. L'harmonie, elle est dans la nature, en fait. Quand je joue un Do sur mon clavier,
il n'y a pas qu'une seule note. J'ai l'impression d'entendre une seule note. Mais si j'entendais une seule note, ou du moins une seule vibration, j'aurais le son de la sinusoïde, vous savez, quand vous êtes à l'hosto et puis que tout d'un coup, l'oscilloscope dit que vous allez crever. En fait, vous entendez un son, une sinusoïde sans harmonique, c'est très moche. Les harmoniques naturelles de cette note, c'est le Do à l'octave, le Sol, le Do, le Mi. Voilà. Tout ce qu'une oreille exercée devrait entendre est contenu dans une seule note. Donc, ça veut dire que l'accord parfait est contenu dans une note de musique. Donc, en fait, chanter spontanément, jouer cet accord et le chanter à plusieurs voix, c'est simplement obéir aux lois de la physique. Donc là, on va dire qu'on est dans une forme d'harmonie qui ne nous choque pas, puisque les fréquences obéissent à des rapports réguliers. Là, je suis à 440, là, je suis au double, 880, et puis, etc. Si je multiplie par 2, j'obtiens l'octave. Si je multiplie par 3, j'obtiens la quinte. Par 4, j'ai l'octave à nouveau. Par 5, j'ai la tierce. Donc, il y a quelque chose de naturel dans ce qu'on appelle l'accord parfait et dans les notes qui sont espacées. D'où vient la dissonance de deux notes voisines qui se touchent d'un demi-ton? La guerre concerne toujours des voisins. C'est parce que on va empiéter sur le territoire de l'autre. Si je joue un Do suivi d'un Do dièse, c'est super désagréable. Je ne sais pas dire pourquoi. Pourquoi? Parce que la résultante de ces deux fréquences qui sont voisines, admettons que ça soit 480 et 490, ben ça va donner un battement très désagréable. Physiquement parlant, ça va être une souffrance à tel point que les Romains avaient cette torture qui consistait à mettre un martyr chrétien dans l'arène et à lui mettre 300 flûtes autour de lui. Et tout le monde jouait une seule note, mais évidemment, les flûtes n'étaient pas accordées. Ça créait des battements tellement désagréables que ça rendait fou les gens et ils avaient la tête qui explosait et ils crevaient dans d'affreuses souffrances. Donc, un grand merci à Najat Vallaud-Belkacem d'avoir supprimé la flûte à bec de l'école. C'est une torture de moins qu'on doit subir. Voilà, l'harmonie, donc à la base, c'est naturel. C'est l'art d'agencer des sons ensemble avec des fréquences qui répondent à des rapports de chiffres entiers. Ça, c'est l'aspect mathématique, mais la musique, c'est des mathématiques. Et curieusement parlant, donc, on va dire que c'est Pythagore qui a établi notre gamme. Et après, j'arrête de vous emmerder avec le solfège. Voilà notre gamme, on la connaît tous. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ben, dans cette gamme, il y a deux aliens. Entre le mi et le fa, et entre le si et le do. Il y a deux demi-tons qui se baladent. Si on m'avait demandé à moi de faire la gamme, moi, dans un esprit égalitaire, j'aurais dit même intervalle entre toutes les notes. Et ben, si on met le même intervalle entre toutes les notes, voilà ce qu'on obtient. C'est la gamme ton par ton. Spooky, bizarre. On dirait une musique. On dirait qu'un mec qui va se faire découper par des zombies à Central Park la nuit. En fait, on ne peut pas raconter de récit. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Alors que dans notre gamme, à cause de ces deux accidents, entre le do et ré, un ton, entre le ré et mi, un ton, entre mi et fa, un demi-ton, entre fa, sol, un ton, sol, la, un ton, la, si, un ton, entre si et do, un autre demi-ton. C'est grâce à ces demi-tons qu'on a deux notes instables. Le si, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'aller sur le do. Le fa, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'aller vers le mi. Donc, du coup, si je fais fa, si, voilà ce que j'attends. Donc, du coup, toute notre musique, elle va se construire sur ce rapport. C'est parce qu'il y a de la dissonance, c'est parce qu'il y a, les Allemands appelaient les notes qui sont en dehors de l'accord parfait, les notes de la tension. Note de la tension, note du repos. Vous avez vu? Alors, je vais jouer la tension. Je suis tendu. Ah, note du repos, je me résous. Finalement,
toute l'histoire de la musique, tous les récits, c'est ces tensions qui vont se résoudre ou pas. Dans le jazz, on ne résout pas, on joue sur les tensions, on fait du teasing, du suspense, et puis on finit toujours par résoudre. Et là, on sait qu'on a atteint la fin, qu'on a un équilibre. Donc, la musique, c'est des tensions et des résolutions, c'est des déséquilibres qui vont vers l'équilibre. Et en faisant ça, ça nous soulage. Donc, s'il n'y avait pas de tension, il n'y aurait pas cette ambivalence et on s'emmerderait grave toute la journée, soit avec des gammes ton par ton, soit si on fait que des accords parfaits majeurs, sans dissonance, ça n'existe pas. Donc, la dissonance, elle nous met dans un état de déséquilibre et elle nous met dans un état de tension qui va faire qu'on va aller vers quelque chose, puisque finalement, c'est le déséquilibre qui crée le mouvement. Si je suis en équilibre, je ne bouge pas, c'est immuable, rien ne se passe. Si je suis déséquilibré, que je me mets en avant par mon propre poids, je vais tomber, je vais faire un pas pour me rattraper. Et faire un pas pour me rattraper, ben c'est peut-être le début de la marche, c'est peut-être comme ça qu'ont marché les premiers hommes, mais en tout cas, on va vers quelque chose. Et la musique devient un récit à partir du moment où elle incorpore des tensions et des dissonances. Donc des moments qui pourraient être presque des moments d'imperfection, quelque part. C'est une, c'est une forme d'imperfection, je dirais, j'appellerais pas ça une imperfection, j'appellerais ça une tension qui va créer un dynamisme. Euh, le, le dynamisme naît de ça, ça va créer une rupture. La rupture va créer le rythme et le rythme va créer la pulsation. Si on se retrouve à la limite, Alain Souchon disait quand ça a commencé à marcher pour lui, merde, mais qu'est-ce qu'on va raconter maintenant qu'on est heureux? on est, euh, on est jeune, on est beau, on est riche, on va plus rien avoir à dire. Donc, d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a un manque qu'on va créer un mouvement. Un artiste, très souvent, il y a le schéma du manque de reconnaissance du père et c'est pour ça qu'il veut exister et se montrer pour recevoir cet amour qu'il a peut-être pas reçu dans son, dans son enfance. Donc, je dirais plus qu'une, je sais plus le mot que tu as employé, Imperfection. voilà, plus qu'une imperfection, c'est plutôt un manque. C'est le manque qui va créer un mouvement. Et si on sort du solfège et de la composition musicale en soi, est-ce que, alors c'est peut-être, je ne sais pas si on peut utiliser le mot dissonance, mais est-ce que les mélodies ou certaines mélodies se sont créées avec des rencontres humaines de gens qui n'avaient pas du tout le même univers, n'avaient pas du tout la même histoire et ne devaient pas se rencontrer, ou en tout cas le fait de les mettre ensemble a créé des harmonies nouvelles, différentes, troublantes. Est-ce que tu as des histoires comme ça autour de toi ou pas? Euh, alors, dans le temps où les musiciens dans les musiques traditionnelles euh, improvisaient, c'est-à-dire étaient capables de s'adapter à l'écoute de l'autre et de lui répondre, oui, et ce qui était le cas de tous nos musiciens classiques d'avant la fin du 19e siècle. Jean-Sébastien Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, Liszt improvisait, et il y avait des battles d'impro. On n'a pas attendu Booba et Caris. Mozart, il se défiait avec Clémenti. C'était l'empereur d'Autriche qui arbitrait. Pardon. Et les gens adoraient ça parce que tout d'un coup, ils voyaient un dialogue entre deux musiciens, avec un qui peut tendre des pièges et l'autre qui répond. Et puis tout d'un coup, un qui emmène ailleurs, qui va faire une rupture, etc. Bref, encore une fois, la dynamique, la rencontre entre deux personnes va créer une œuvre qui dépasse les deux personnes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'autre, je n'ai pas pu construire ce que j'ai fait. Moi-même, je fais des battles d'impro avec Jean-François Zigel
qui est un pianiste classique, mais qui sait improviser, mais en classique. On prépare rien du tout. Et ce qu'on produit, une dizaine de morceaux, on a juste des mots-clés. Le premier morceau, il sera lent. Le deuxième, il sera rapide. Le troisième, il sera à la manière de Bach. Pour le quatrième, on va demander des éléments au public, etc. Et ce qu'on est en train de construire, on n'a rien préparé du tout. Ça vient je dirais, de l'accident de notre rencontre. Donc, pour que quelque chose se passe entre deux musiciens et qu'il y ait une création parce qu'il y a deux cerveaux qui vont se frotter ou qu'il y a deux cordes qui vont se frotter d'une manière différente, ça présuppose que chacun est capable de réagir face à l'autre et qu'il puisse s'exprimer sans avoir besoin de lire la musique, donc qu'il soit capable d'improviser. Évidemment, d'accepter la particularité de l'autre et de rebondir dessus. Exactement. Et du coup, va s'engager au fond une dialectique. La dialectique, c'est deux lignes qui vont exprimer quelque chose qui est supérieur à la somme de chaque partie. C'est vraiment de la même manière que Socrate aimait faire de la philosophie en se confrontant à l'autre dans le dialogue, dialectique et diatonique. Deux musiciens ensemble vont créer quelque chose. Et c'est pour ça que une de mes musiques préférées, notamment, c'est le jazz, puisque là, on est dans l'improvisation totale et qu'il va y avoir des créations qui vont se faire à cause de la rencontre. Les plus grands disques de jazz se sont faits très simplement en très peu de temps dans des studios, un jour, 2 jours de séance. Kind of Blue, qui est l'œuvre majeure de Miles Davis. Les ICOs étaient convoqués, ne savaient pas ce qu'il allait jouer. Lui-même avait vaguement noté quelques toutes petites mélodies. Il a donné ça aux gars, sauf que les gars étaient tellement brillants que voilà ce que ça donnait. Il a mis Bill Evans, qui est un pianiste plutôt influencé par Debussy. Il a mis Ron Carter, qui est un bassiste avec un son extrêmement rond et smooth. Il a mis, je ne sais plus qui était le batteur, Philly Joe Jones. Les gars se sont presque découverts et c'est en se frottant les uns aux autres qu'ils ont créé, encore une fois, une musique tellement géniale que vraiment, on peut dire que dans ce cas-là, la somme est supérieure à l'addition de chacune des parties. Ouais. C'est 1 + 1 = 3. Et là, tu as dit, il a pris des artistes et des musiciens brillants avec des inspirations. Moi, j'ai une question un peu peut-être intime, mais est-ce que, par rapport au sujet que j'essaie d'exploiter, est-ce que en fait, les musiciens les plus brillants ou les plus originaux, les plus forts que tu aies pu rencontrer avaient une vie personnelle qui n'était pas linéaire et parce qu'il y avait une souffrance, parce qu'il y avait des rencontres, parce qu'il y avait des originalités, on fait d'eux des gens meilleurs musiciens, pas forcément meilleurs hommes ou femmes, mais meilleurs musiciens que des gens qui avaient une formation plus classique, plus conservateur, etc. Ou est-ce que c'est une totale erreur, ça? Alors, c'est pas meilleur musicien parce que tu as souffert. Le meilleur musicien, ça implique d'avoir des connaissances, enfin, d'avoir, je dirais, des capacités qui sont quasiment physiques, innées, c'est-à-dire d'avoir une forme d'oreille, d'avoir le cerveau qui soit constitué pour qui te permette de reproduire tout de suite un son par mimétisme, donc d'être plutôt réceptif à cette forme d'art pour pouvoir s'y adapter et répondre. Et puis ensuite, ça demande d'avoir des capacités de travail aussi. Donc, c'est Branford Marsalis, super saxophoniste, qui dit des gamins pourraient doués pour la musique, pratiquement ils le sont tous quand tu es enfant et que tu n'es pas trop, je dirais, formaté par une éducation. Mais par contre, des gosses qui ont la capacité de rester des heures à pratiquer un instrument, ça, il y en a beaucoup moins. Donc, je dirais que dans un premier temps, la musique demande à la fois d'être doué, certes, du moins d'avoir un minimum d'oreilles et des capacités requises, et en même temps, ça demande beaucoup de travail et d'abnégation. Par contre, dans un deuxième temps, c'est plutôt vers la composition. Le mec qui se met à composer ou qui se met à écrire ou qui se met à écrire un poème. Là, effectivement, ça peut partir d'un choc émotionnel. C'est-à-dire que tout d'un coup, il t'arrive quelque chose et, euh, et tu t'aperçois de la même manière qu'il y a des gens qui vont aller voir un psy,
C'est quoi le psy? C'est tout d'un coup, il va faire sortir ta parole et en mettant des mots sur ce qui s'est passé, sur les émotions qui t'empêchent de vivre, tout d'un coup, tu commences à résoudre ton problème puisque tu mets des mots sur tes souffrances. Donc, tu arrives à rationaliser ça. Le réflexe de l'artiste, ça va être cette souffrance de la transformer en musique ou de la transformer en poème. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a euh, un vécu qui va être d'une certaine manière inspirant. Je cherche juste parce que là, j'ai pu avoir de jus. Donc, comme d'habitude, je parle tellement que déjà mon téléphone n'a plus de batterie, mais vous affolez pas. Je vais vite trouver une recharge. On peut dire que euh, quand on devient un musicien accompli et qu'on peut s'exprimer, être un musicien accompli, ça veut dire simplement, bon, ben, je peux exprimer ce que je ressens par la musique. Quand il vous arrive le moindre problème, on va naturellement vers son instrument pour essayer de se consoler avec son propre instrument. Donc là, c'est là que la vie, effectivement, va, je dirais, va interférer, mais ça, c'est un phénomène assez récent. C'est un phénomène qui date essentiellement depuis l'époque romantique, c'est-à-dire on le met au début du 19e siècle. Je vais revenir à mon piano pour vous expliquer tout ça. Avant, je parle que de mon domaine qui est la musique, bien sûr. Euh, Au tout début de la pratique musicale, il y a la spiritualité. On va dire que la musique, elle est guidée dans un premier temps par le sorcier dans les sociétés premières. C'est-à-dire que celui qui a le droit de se servir de l'instrument de musique, c'est le sorcier. Pourquoi? Parce que les instruments de musique sont les instruments qui lui permettent de parler aux esprits. Donc, c'est le tambour du chaman qui a pour but de réveiller, d'appeler les esprits. Et du coup, le chaman, il a beaucoup de pouvoir parce que lui, il parle aux esprits de la pluie, il parle aux animaux aussi qui va manger. Ça, c'est les représentations paléolithiques de Lascaux. On sait aujourd'hui, et c'est démontré, est-ce que ça marche toujours là? Oui, ça marche toujours. On va tous vomir là. On était dans un Pardon, manège. c'est bon? Non, c'est bon, c'est fixe. Sorry. On sait aujourd'hui que grâce à un mec qui s'appelle Reznikov, que les représentations paléolithiques, en gros les peintures rupestres, sont dans des endroits qui résonnent. Donc ça veut, dans ces grottes-là, quand il y a des endroits qui ne sonnent pas, ben, il n'y a pas de peinture. Donc on en a déduit qu'en plus on a retrouvé des marques tous les 2 mètres dans des boyaux. Et ces marques, en fait, ce sont des marques si on se met à chanter ou à crier vers une marque, à l'endroit d'une marque rouge dans la grotte, le son rebondit par ricochet. Donc, les anciens dans les cavernes avaient une science du son qui était assez dingue. Et du coup, quand l'écho de la grotte renvoyé est grave, ça correspond à des animaux gros comme les bisons ou les mammouths. Et quand il y a des endroits où il y a des oiseaux, l'écho renvoyé est assez aigu. Donc, il y avait un jeu évident entre ces peintures et les hommes qui s'adressaient à ces peintures en chantant pour s'adresser aux esprits. En gros, on s'adressait aux forces surnaturelles pour communiquer avec les esprits. On le faisait en chantant. La parole était destinée aux hommes entre eux. Pour parler aux esprits, on chante. Donc, dans un premier temps, et jusqu'à Bach, 80% de son boulot, même 90%, bah, c'est de faire de la musique pour la messe, quoi. C'est-à-dire, il fait des cantates. Donc, ce sont les religieux qui mènent la musique. Évidemment, il y a des musiques de fête, les musiques folkloriques, les musiques de mariage, etc., qui vont échapper au chant du religieux. Mais toute la musique savante, elle est aux mains des religieux. Ce sont les moines du XIe siècle qui ont établi la portée, parce qu'ils disent la musique, elle a un pouvoir, elle peut rendre les hommes fous. Je veux dire, on peut avoir des émotions.
les Grecs disaient qu'il y avait deux musiques, la musique apollinienne et la musique dionysiaque. La musique apollinienne qui élevait vers la spiritualité, la musique dionysiaque qui était la musique des bacchanales, des orgies, et qui vous faisait retrouver l'esprit grégaire. Mais les Grecs n'avaient pas de jugement. Ils disaient on a besoin de ces deux musiques. Après, avec les chrétiens, ça va se transformer en musique de Dieu et musique du diable. Donc, au nom de Dieu, on va canaliser la musique. On va écrire des portées, on va établir des règles, on va dire que l'intervalle de tierce est trop sensuel au Moyen-Âge. On va faire que des quintes et des quartes. Ça, c'est oh non, non, c'est trop joli, on ne va pas y aller. Et petit à petit, bon, enfin voilà, tout ça pour dire que les religieux se mêlent de musique et que les compositeurs, ben Bach, il est au service de Dieu. Toutes ses œuvres sont tournées vers Dieu. Plus tard, au moment de Mozart, Mozart, lui, va chanter la beauté du monde et la beauté de la nature. Qu'est-ce qu'il fait, Mozart? Il prend l'accord parfait dont je vous ai parlé. Donc, sur une seule note, j'ai mon accord parfait. Et puis, il va le dérouler. Concerto pour clarinette. L'accord parfait. C'est ça, sans arrêt. Le génie de Mozart, c'est qu'il arrive uniquement avec des accords parfaits, sans tension, à vous tenir et à vous faire un nombre d'œuvres incalculables, mais du coup qui nous font du bien. Il n'y a rien de plus beau, je vous le conseille comme expérience, quand vous vous baladez dans la nature, écoutez Mozart, et vous avez l'impression que la forêt, tout d'un coup, elle se range et qu'elle devient ordonnée. Et là, on retrouve les légendes grecques qui disent que Orphée, avec sa lyre, a harmonisé le monde et amené la beauté, et que Osiris, le dieu des Égyptiens, a amené la civilisation grâce à la musique. Avec Mozart, avec Bach, on chante Dieu. Avec Mozart, on chante la beauté de la nature. Avec Beethoven, on commence à parler de ses hémorroïdes. Je le fais exprès, évidemment. Beethoven, c'est je parle de moi, je parle de mes souffrances. Et Dieu sait si le pauvre, il en connaît des souffrances. À 26 ans, il sent qu'il va être sourd. Il a une maladie au ventre qui le fait souffrir atrocement. Enfin bref, il a toutes les galères du monde. Et du coup, il va parler de lui. Quand il se fait larguer, il va faire en gros, il est en train de chialer là, il est en train de se lamenter sur lui-même. C'est lui qui va pour la première fois introduire le jeu dans la musique. Et donc, on va dire qu'en ce sens, c'est un pré-romantique. Et tous ceux qui viennent après, c'est pareil. Quant à Chopin, n'en parlons pas. Euh, et des accords diminués, et des j'en peux plus, et des aïe aïe aïe, ouh là là, oh comme ça va pas, etc. Et puis tout d'un coup, avec des mouvements amoureux, des mouvements passionnés, etc. Tolstoï disait si vous voulez réduire un peuple en esclavage, vous lui faites écouter du Chopin. Tolstoï détestait Chopin. Donc, tout ça pour dire quoi? Que c'est depuis les romantiques simplement qu'on se sert de ces souffrances personnelles comme d'une source d'inspiration. Avant, on n'osait pas. Genre, attendez, je n'ai pas raconté ma vie, c'est bon quoi. Donc d'une certaine manière, l'égotisme qu'on vit aujourd'hui, multiplié par évidemment 10 000 avec les réseaux sociaux, bah, il est né au début du 19e siècle avec les romantiques. Et s'il y a une autre question sur les mélanges, on a vu, donc on a beaucoup parlé de classique, on a parlé de jazz, et on a vu des musiques arriver un peu plus tard, je pense au rap, à la techno, qui se sont réappropriées des mélodies classiques ou jazz ou peu importe. Et ces mélanges, alors parfois ont été un peu malheureux, mais parfois ont été vraiment, vraiment puissants, ont recréé des nouvelles harmonies. Et donc, je voulais avoir ton avis sur ces mélanges de styles musicaux. Est-ce que selon toi,
Alors, est-ce qu'on a tout épuisé? Est-ce que c'est fini? Il n'y a plus rien qui arrive maintenant, c'est la fin de la musique? Ou est-ce qu'il y a encore des territoires nouveaux? Et à ton avis, est-ce que ces mélanges-là ont créé des choses, des harmonies magnifiques qui compteront pour, peut-être pas autant que Mozart, mais qui compteront pour l'avenir? Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Je vais te répondre en une seule toute petite phrase. Une musique est vivante tant qu'elle incorpore de nouveaux éléments. À partir du moment où justement il n'y a plus de mélange, où elle n'incorpore pas des nouvelles choses, elle devient académique, elle se sclérose et elle devient une musique morte, quoi. Euh, Autrefois, avec la musique classique était une musique vivante. Pourquoi? Parce que la partition servait à noter l'idée qu'on avait pour ne pas l'oublier. Mais je te rappelle que, ah, pardon, Je oui, suis toujours là, on est toujours là. je vous rappelle juste qu'au temps au 16e, au 17e, au 18e siècle, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, du coup, c'était pas pratique. Il n'y a rien de plus finalement, il n'y a rien de plus volatile qu'une inspiration. Moi, parfois, je me rappelle qu'une fois, j'étais sur un télésiège au ski, puis tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'une mélodie, mais il fallait que je la note, sinon elle pouvait s'envoler, elle pouvait partir. Donc, noter une mélodie, c'était pour ne pas l'oublier. Mais ça dialoguait. Quand Mozart, il écrivait un thème, il l'envoyait tout de suite à son copain Haydn en lui disant hey, regarde ce que j'ai fait. Et l'autre, il lui répondait pas en disant c'est bien ce que tu as fait, mais il lui disait spontanément regarde ce que j'ai fait de ce que tu as fait en écrivant sur l'appart. Et l'autre, ah ouais, d'accord. Il lui renvoyait un truc en disant regarde ce que j'ai fait de ce que tu as fait de ce que j'ai fait. Il y avait un vrai dialogue comme ça qui fonctionnait. Quand Mozart et Beethoven découvrent les percussions, c'est à Vienne en écoutant l'orchestre des janissaires, c'est-à-dire l'orchestre des Turcs. Les Turcs étaient aux portes de Vienne et puis, il y avait évidemment beaucoup de conflits. On sait qu'au 15e ou au 16e, Vienne a été sauvée du siège des Ottomans parce que les chevaliers sont arrivés un peu partout d'Europe. Mais bref, il y a eu des conflits, mais il y a aussi beaucoup de périodes de paix. Et en période de paix, il y avait des défilés qui étaient organisés. Et tout d'un coup, quand les Viennois ont vu l'orchestre des janissaires, c'est-à-dire de ces guerriers d'élite de l'armée ottomane, avec des cymbales et des énormes tambours, ils n'avaient jamais entendu de cymbales. La cymbale est un instrument chinois, le gong, inventé au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les Ottomans allaient jusqu'en Chine et ils avaient des colonies là-bas et puis ils faisaient du commerce. On ramenait l'art de la cymbale finalement des Chinois. Et tout d'un coup, bah, chez nous, ça n'existait pas. Et quand Beethoven et Mozart ont entendu ces puissantes cymbales qui faisaient un barouf terrible, ils ont envie tout de suite de l'incorporer. Dès qu'un musicien il entend des sons qu'il ne connaît pas, il a juste une envie, c'est de jouer avec. On dit jouer, mais jouer comme un enfant. Ça veut dire jouer, c'est ludique. La musique, à la base, c'est ludique. On joue, on expérimente. Et du coup, quand ils ont commencé à mettre des cymbales dans leurs orchestres, bah, la cymbale, elle faisait tellement de bruit qu'il a fallu qu'on double le nombre de violons. Et c'est comme ça qu'on est passé des orchestres baroques où il y a une douzaine de musiciens aux orchestres symphoniques où il y en a 70 et qu'on va doubler, qu'on va se retrouver avec 12 violons, avec 12 altos, avec des cellos dans tous les sens pour pouvoir répondre. Donc, d'une certaine manière, c'est toujours en se frottant avec des éléments qui viennent d'ailleurs et en les assimilant qu'on va s'enrichir. À partir du moment où on ne fait plus ça, bah, la musique devient une musique morte. C'est intéressant à parler. Hein. C'est intéressant si on compare ça à nos sociétés, avec tous ces connards qui nous cassent les couilles avec leurs fantasmes de merde sur l'immigration et tout ce que tu veux. Eh ben, vous avez qu'à rester entre vous, bande de consanguins, j'ai envie de leur dire. C'est une pratique qui est tellement contraire à la pratique musicale. Et à contrario, alors, je vais encore vous parler du jazz, puisque c'est une des musiques que je préfère. Le jazz, à la base, il est né de tellement d'influences différentes. Il est né du quadrille des Tuileries, une danse de Parisiens que les planteurs français ont introduit en Louisiane.
une danse dont se sont moqués leurs esclaves africains. Les esclaves africains les ont caricaturés et cette danse est devenue le cakewalk parce que du coup, ça a fait rire les maîtres. Et les maîtres, ils se sont dit, tiens, on va faire une fête pour nos esclaves une fois par an, genre team building. Et le couple le plus drôle qui se moque le plus de nous, parce que c'était une danse où on s'exhibait, où on plastronnait, où on défilait pratiquement, on va lui offrir un cake. Et le rythme de cette musique, c'est ça, le cakewalk. Tu sais, dans le grand restaurant avec Louis de Funès, il y a ça à un moment donné, quand ils sont tous en train de danser, le gars, il joue un quadrille. Et puis petit à petit, bah, ce quadrille des Tuileries va devenir donc le cake walk, puisque le couple gagnant des esclaves a gagné un cake, mais confectionné par la patronne. Et un jour, dans un bordel de la Nouvelle-Orléans, il y a un mec qui joue un cake walk. C'est reconnu ragtime. Et du coup, ragtime en anglais, rag c'est la guenille, time le rythme des guenilles. Ça va prendre un autre nom, mais ça dit toujours la même chose. C'est une musique d'esclaves. Et le ragtime va donner le jazz. Donc, le jazz est né d'une certaine manière à Paris en 1794, puisque cette danse, le quadrille des Tuileries, ça va être une danse de joie quand on va exécuter Robespierre. Donc, c'est grâce à Robespierre d'une certaine manière, mais il va y avoir plein d'autres apports. C'est quoi le premier instrument dans le jazz qui va se rajouter? C'est la clarinette. Et la clarinette, c'est la clarinette des klezmers, c'est-à-dire des juifs qui fuient les pogroms tsaristes et qui viennent avec leur instrument, la clarinette, du coup, qui va rentrer très vite dans le jazz. Et puis ensuite, il y a un mouvement qui est un mouvement ternaire. Ça, c'est le shuffle des Irlandais. Et là, j'ai joué avec un espèce de rythme de shuffle. Donc, vous avez les Irlandais, vous avez les Juifs, vous avez les Africains, vous avez les Français. Vous avez tout d'un coup ce melting pot de toutes les nations qui vont constituer l'Amérique, qui vont s'y mettre, y compris le chant des Indiens. Le chant des Indiens d'Amérique, on n'y pense jamais, mais c'est à l'origine du blues. Les Indiens d'Amérique recueillent les esclaves qui sont en fuite. Parfois, ils sont sympas avec eux et parfois, ils sont moins sympas et ils les gardent en esclavage. Mais toujours est-il que quand les Indiens vont rencontrer les Africains, ils vont se rendre compte qu'ils ont le même type de religion, une religion animiste vers les esprits. Donc, les Indiens disent aux Africains, vous connaissez, les esprits sont toujours liés à des lieux. Du coup, les Indiens vont faire de la pédagogie. Vous ne connaissez pas les esprits d'ici, vous ne connaissez pas, on va vous les enseigner. Alors ici, il y a le grand esprit je ne sais pas quoi, du dragon, enfin voilà, c'est assez animiste. Et qu'est-ce qu'on fait pour vous apprendre ça? Eh bien, on va chanter. Et les chants indiens, c'est quoi? C'est des chants sur un seul accord. Là, je vous ai joué un truc de Vera Hall. C'était le truc de Moby. Ooh, la, won't you go back? Ooh, la, won't you go back? Pur chant indien. Les Africains vont s'en emparer. Ils vont mettre un accord majeur dessus. Ils vont rajouter deux autres accords parce que là, j'en ai qu'un seul. On est mono-accord. C'est-à-dire qu'en prenant la gamme indienne,
pentatonique, rajoutons 3 accords, c'est là que le blues naît. Le blues est né de la rencontre des Africains avec les Indiens d'Amérique. Donc, toutes ces musiques aujourd'hui qu'on trouve naturelles, etc., elles sont nées de mélanges. Aujourd'hui, le jazz est arrivé aux États-Unis à un tel point de sophistication que Wynton Marsalis, qui était l'héritier de Miles Davis, il a dit on ne va pas aller plus loin. L'impasse du jazz a été le free jazz dans les années 80, 70. Et là, ça n'a rien donné. Là, on allait au bout de la dissonance et tout ça. Il y a des choses assez belles qui restent, mais je veux dire, personne ne peut aller derrière. Quand à un moment donné, on détruit tout, c'est comme le dodécaphonisme, utiliser les 12 demi-tons en musique contemporaine. En fait, c'est super chiant et ça avance nulle part, quoi. Donc, aux États-Unis, Wynton Marsalis, trompettiste de génie, qui était l'héritier de Miles Davis, à un moment donné, dit stop, le jazz et la musique classique des Afro-Américains. C'est fini, ça ne va plus évoluer. Donc, ça rentre au musée et c'est nous qui avons les clés du musée. Et on va faire revisiter. Et il s'est mis à refaire du New Orleans, c'est-à-dire une musique qui datait d'un siècle auparavant. Moi, c'était dans les années 90, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou, je ne comprenais pas. La musique, encore une fois, elle n'aime pas qu'on l'enferme. Eh ben, c'est d'Orient que sont venus des nouveaux sons. Aujourd'hui, toute l'école d'Avishai Cohen, ce qu'on appelle le falafel jazz, en Israël, en Syrie, en Tunisie, d'Afer Youssef, qui est un chanteur exceptionnel, c'est tous des mômes qui viennent du Moyen-Orient, qui ont été élevés classiquement par les profs de piano russes qui se sont barrés de Russie quand le mur de Berlin est tombé, et du coup qui ont été éduqués à la musique classique, au jazz, et qui rajoutent des épices de leur propre instrument. Et c'est là que de nouvelles couleurs arrivent, et c'est d'Orient que va venir la lumière une fois de plus. Et c'est là que les choses les plus intéressantes se passent. Donc, tant qu'une musique, encore une fois, incorpore de nouveaux éléments, eh ben, elle est vivante et on va vers la création. À partir du moment où ça se fige, ben, c'est comme un vélo, ça bouge plus, ça n'est plus dynamique, ça devient statique et puis ça devient une pièce de musée, quoi. Donc, imaginez toutes les combinaisons qu'il nous reste à faire. Parce que là, je vous parle du Moyen-Orient, mais on n'a encore rien vu qui venait d'Inde. Quand on va commencer à mélanger des ragas avec du jazz, c'est ce qu'a fait un peu McLaughlin dans les années 70. Mais quand tous les musiciens indiens vont débouler avec leur science, mais là, ça va être une jam cosmique. Donc, ouais, finalement, la musique, c'est la mondialisation heureuse, quoi. Et on oublie même on attend avec impatience les extraterrestres avec leur subtilité. Ah ouais, alors là, mon Dieu. Mais moi, je les entends parfois. Je pense que c'est la plus belle illustration de ce qu'on essaye de porter. C'est ces mélanges qui font la richesse. Et je pense que c'est vraiment, vraiment là que… Et voilà, c'est la dissonance qui crée l'harmonie et c'est les mélanges qui font la richesse. Donc, vive les aliens qui viennent nous emmerder. Complètement, vraiment génial. Peut-être, j'ai 4 questions. Alors, il y a aussi une Voilà. question. Donc déjà, il y a Sandra qui me dit qu'elle est très grand fan d'André et qu'elle te remercie pour aussi le temps que tu passes à la fin des concerts pour discuter, échanger sur tout le monde. Elle demande s'il y a… Alors, j'ai l'impression que Sandra, l'album de Gainsbourg est sorti il n'y a pas très longtemps, mais à quand le prochain album? Eh ben, quand le prochain album? Oui, non, mais c'est vrai que je suis en train de préparer un nouvel album sur l'Orient avec des voix bulgares, arméniennes, turques. Ça va être génial. Et est-ce qu'elle Et demande… quand? Sorti en janvier 2022. D'accord. Et une petite question. Alors, est-ce que vous faites parfois des concerts au Duc du Lombard? Au Duc des Lombards, bien sûr. J'ai fait récemment une captation, on peut la regarder encore en replay sur Culture Box, sur le Channel 19. Et j'étais entouré de chanteuses magnifiques. Il y avait Rosemary Stanley, il y avait Elodie Frégé, il y avait Ness, une chanteuse franco-algérienne qui joue du violoncelle formidable. Il y avait la Chica de Belleville qui est à moitié vénézuélienne et qui nous a chanté un chant chaman mexicain. Ouais, bien sûr. Il y a une question de Marine qui dit qu'est-ce qui inspire vos compositions au piano? La question est très large. Je pense qu'on a beaucoup parlé là. On a beaucoup cité des personnes qui t'inspiraient dans ce que tu faisais. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui aujourd'hui comptent plus qu'hier? Alors Gainsbourg, j'imagine peut-être, mais Alors lui-même Gainsbourg, inspiré d'autres.
Gainsbourg pour les chansons, c'était un travail de commande, mais qui a été génial, effectivement. Moi, ce qui m'inspirait autrefois, c'était les chanteuses, c'était les voix. Je trouvais que c'était le plus bel instrument qui soit. Et quand je me suis mis au piano, c'est quand je me suis retourné vers mon piano, je fais du piano depuis que j'ai l'âge de 6 ans, mais je m'étais mis un peu au service des chanteuses. Et quand j'ai remis mon piano en avant, c'est la musique de mes ancêtres arméniens qui m'a aidé tout d'un coup avec une nouvelle couleur. Au lieu de faire la gamme, voilà, une nouvelle gamme. Donc, du coup, je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Donc, voilà ce qui m'inspire aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé d'improvisation à un moment, et je pense que c'est un univers qui aussi rassemble tout ce qu'on s'est dit. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas improviser si on est lisse. On doit avoir beaucoup de choses autour de nous. Aujourd'hui, les personnes qui sont aujourd'hui des références en termes d'improvisation, ce seraient lesquelles autour de toi? Alors, moi, au piano, c'est Brad Meldo, c'est mon dieu absolu. C'est d'une beauté, c'est Ravel, Debussy, Bill Evans. Il a tout intégré et c'est sublime, quoi. La version qu'il fait de Blackbird, la chanson des Beatles. Enfin, une douceur, voilà. Et Brad Meldo, j'ai de la chance parce qu'il va jouer dans mon festival à Chamonix au Cosmo Jazz et là, je suis plus que ravi. Voilà. Avant, il y avait Bill Evans, mais du coup, Brad, il continue le boulot de Bill, donc du coup, mais j'aime bien de temps en temps refaire Bill. Et puis après, j'adore revisiter mes partitions classiques quand j'ai un peu de temps. Et par exemple, je prends des cadences de Beethoven et je les joue en afro-cubain. Donc là, c'est Beethoven qui rencontre Cuba. Euh, Après, Bach, ça vous remet la tête, ça vous remet les neurones en place et ça vous les met même en forme de rosace. Donc, c'est génial. En gros, dès que j'écoute quelque chose de bien, ça m'inspire et j'ai envie de jouer avec. Et c'est ça qu'il faut faire quand on est musicien. C'est pour ça que je m'insurge souvent contre l'enseignement du classique qui ne consisterait qu'à apprendre à lire les notes. Non, il faut apprendre aux gosses à s'exprimer pour piquer, travailler les oreilles et rejouer les airs que vous entendez sans avoir besoin de les noter ni de les lire juste à l'oreille. Et Sandra demande si tu connais, si tu t'inspires en tout cas du pianiste Brubaker. Dave Brubeck. Moi, j'ai Brubaker. Dave Brubeck, je connais, mais je ne sais pas si c'est peut-être que Sandra s'est trompée. Ouais. Brubaker. C'est Dave Brubeck. OK. Donc, Sandra, c'est bien Dave Brubeck ou c'est Brubaker? Brubaker, il n'a pas l'air de connaître André. Bon. Et Dave Brubeck, oui. Dave Brubeck, ouais. Et oui, Dave Brubeck, c'est aussi. Nougaro a beaucoup piqué sur Brubeck. Enfin, non, il a carrément adapté en chanson des airs de Brubeck, mais c'est génial aussi, bien sûr. Et peut-être une dernière question qui est très large, immense même. Une question de Valérie qui dit quel est votre prochain rêve? Mon prochain rêve, Rêves-tu, André Manoukian? Et quel est ton prochain rêve? alors je rêve de trouver la note absolue qui déclenche un orgasme à distance. Et ça, je crois que tu as créé une société qui s'appelle Musique. C'est pas le plan secret. Qui s'appelle Match Tune, c'est ça. Alors, en gros, tu sais que, non, mais sérieusement, comment s'appelle-t-elle? Valérie Mass. Valérie, chère Valérie, euh, c'est vrai qu'il y a des services secrets qui travaillent sur des armes soniques. Justement, ils les ont testées à Cuba sur l'ambassade américaine, je crois, ou je sais pas quoi, ou l'ambassade canadienne. Parce qu'avec le son a un pouvoir extraordinaire. Quand on envoie des sons à basse fréquence, on ne les entend pas.
mais par contre, elles réagissent à l'intérieur de notre corps. Et voilà. Et moi, je me dis que plutôt de travailler sur une arme qui rendrait les gens malades et qui les fait gerber, j'ai plutôt envie de travailler voilà, sur des choses qui leur feraient du bien. Donc, une fois, j'ai un seul en scène, un spectacle d'ailleurs que je vais rejouer à Chelles dans le 78 le 29 mai, qui s'appelle Le Chant du Périnée, où je raconte toutes ces histoires que je viens de vous raconter. Ça dure 2 heures. Il faut prendre des sandwichs avec soi. Je raconte et je dis que je cherche voilà, le son, l'arme absolue, la note de l'orgasme et que je l'ai trouvé. Et bref, mais évidemment, c'est une blague. Et à la fin d'un concert, je donne des dédicaces comme ça, puis je sens une jeune fille qui se met un peu à l'écart. Elle laisse passer tout le monde devant soi, puis elle attend que tout le monde soit parti. Et puis là, j'ai l'habitude, de temps en temps, c'est des gens qui veulent me montrer leur travail, en fait, me faire écouter des trucs, ou parfois me montrer des dessins pour faire des pochettes et tout. Et je lui dis, bah, vous voulez me montrer quelque chose? Elle me dit, non, non, je voulais juste vous poser la question, c'est vrai que vous avez trouvé la note de l'orgasme? Et là, je dis, oh merde, je suis désolé. Non, pas vraiment. Mais bon, peut-être. Il y a, Bon, il y a- voilà. il y a un Mais gros business, hein. Je pense que ça peut être le prochain ouais. gars à faire ça. Ouais, ouais. Vraiment, il y a un potentiel. Juste petite précision, Sandra me précise. En fait, non, il s'agit de. Moi, je ne connais pas Sandra, mais il s'agit de Ah, il s'agit de Bruce Brubaker. Brubaker. Bruce Brubaker. Je ne connais pas. Comment il s'appelle? Bruce Bruce Brubaker. Brubaker, qui est Eh un bien, pied. je vais m'y mettre. Super. Pardon, Sandra, d'avoir douté de vous Non, non, super. Bah, j'adore découvrir et je vais m'y mettre de ce pas. Top. Bah, écoutez, moi, je vais tous vous remercier. Attendez, j'ai des petites questions qui arrivent. Ah, est-ce que la dernière question, la musique pourrait-elle sauver le climat? Je pense que c'est la meilleure des conclusions qu'on puisse faire. La musique pourrait-elle sauver le climat? Putain, d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Joël Sternheimer et qui a calculé la fréquence des protéines. Il les a ramenées dans ce qu'entend l'air humaine et il les rejoue. C'est-à-dire que si vous manquez d'une protéine dans votre corps, il vous joue la mélodie de cette protéine et on est capable de la sécréter à nouveau. Alors, il est financé par des Japonais, mais il a tous les labos du cul au monde qui veulent le tuer. C'est normal. T'imagines que le prochain médicament, c'est juste que tu écoutes une mélodie. Donc, voilà. Mais on y est. Et du coup, il a eu l'autorisation de faire ça sur des plantes et il le fait dans des serres. Dans le sud de la France, il y a des viticulteurs qui lui ont fait confiance. Avec des haut-parleurs, ils diffusent de la musique calculée, encore une fois, des protéines qui. Et du coup, on s'est aperçu que les plantes avaient 30% de croissance en plus et qu'elles elles résistaient aux insectes, quoi. Voilà. Donc, d'une certaine manière, ouais, on est au bord de se dire que la musique, en plus de l'orgasme, va sauver le climat. Décidément, mettez-vous-y tous, les gars. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup, André. Pour tout le monde, juste avant que je vous libère, le prochain et le dernier Mo Talk de cette saison, il va se dérouler le 24 juin à 18h30 et il sera avec Marion Chagnaud-Dupuis qui a mis pendant 4 ans, qui a mis 4 ans pardon, avec une petite équipe qu'elle a composée pour nettoyer l'Everest. Elle nous racontera cette histoire complètement folle. Elle nous racontera comment, en termes parce que quand même l'Everest est en Chine, comment est-ce que, eh bien, elle a négocié, adapté, créé autour d'elle une confiance pour pouvoir réaliser cet extraordinaire défi, puis comment elle le maintient ou comment elle tente de le maintenir encore aujourd'hui. Donc ce sera le 24 juin à 18h30 dans le prochain et le 19e Mo Talks. Merci beaucoup André, c'était merveilleux et c'était poétique et j'ai beaucoup aimé personnellement. Merci infiniment. Merci Arnaud, merci Valérie, merci à tous.